On va parler de la violence sociale en Haïti. Donc, la violence sociale d'abord, et puis on va essayer de comprendre ça dans le contexte haïtien. Donc, qu'est-ce que c'est que la violence sociale? Donc, quand est-ce qu'on peut parler de la violence sociale? Donc, c'est quoi la violence sociale? Donc, pour commencer, en fait, j'aurais tendance à dire que la violence sociale, c'est une privation de la liberté individuelle. C'est toute tentative qu'on fait pour priver une personne de sa liberté, ça peut être une collectivité aussi, de sa liberté. Et donc la liberté qu'on a comme individu, mais la liberté qu'on a aussi de vivre en collectivité. Donc ça fait partie de ce qu'on appelle la violence sociale. Donc elle peut manifester par des comportements et des actions en vue d'empêcher un groupe de personnes donc accéder à certaines libertés, à certains droits. Donc bon, c'est-à-dire quand on parle, quand on dit tout ça, quand on essaie de réfléchir à tout ça, on peut se demander, écoute, qu'est-ce qui n'est pas violence sociale? Donc, ou est-ce qu'on est en train de vivre en pleine violence sociale? Bon, euh, j'espère que vous avez les réponses à toutes ces questions. Donc, sur le plan conjugal, donc, la violence sociale peut être le fait d'isoler sa conjointe, d'accord? Donc, ça peut se confondre à d'autres formes de violence. Donc, la violence sociale donc, affecte en grande partie les enfants, tant sur le plan physique qu'émotionnel et à d'autres niveaux de leur vie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que un enfant est un être fragile, donc un être qui apprend vite, mais un être aussi tant qu'il peut apprendre vite, tant que, par exemple, les traumas aussi qu'on a en fait, à l'enfance, ça dure beaucoup plus longtemps. C'est très important. C'est pour ça, dans les sociétés où l'on respecte le droit de la personne, le droit des enfants est encore doublement protégé et respecté. Donc, parce que c'est des êtres qui sont, je dirais, écoute, qui n'ont pas les moyens de défense. Et c'est à nous, adultes, de les protéger. Donc, c'est-à-dire de les protéger, aussi de faire en sorte qu'on ne les expose pas à nos bêtises, qu'on ne les expose pas à nos pratiques, à nos vices. Parce que vous savez, nous, là, les adultes, on a tellement de vices, tellement de choses qu'on fait qui n'ont pas de bon sens, mais les enfants, eux, on doit les protéger. On doit les protéger, donc on doit faire en sorte qu'ils ont un environnement sain, euh, sain dans le sens plein du terme. En fait, je peux prendre un exemple simple. C'est-à-dire, aucune personne, je dirais, sérieuse ne devrait pas, par exemple, fumer en présence d'un enfant. Moi, je le dis comme ça, c'est qu'on a le droit de fumer, d'accord? On a le droit de fumer ce qu'on veut, mais c'est un minimum de savoir que ces petits poumons roses-là ne peuvent pas respirer donc, la nicotine ou toutes sortes d'affaires qu'on peut fumer en tant qu'adulte. Donc, tout comme par exemple, on peut décider de boire comme adulte, on a le droit de boire, mais en fait, il faut protéger les enfants. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on ne peut pas boire en présence des enfants, vu que l'alcool, en fait, techniquement, n'a pas d'odeur aussi forte, ou du moins, son odeur ne va pas déranger la santé. C'est-à-dire, si je dirais par exemple, si je bois une bière, par exemple, en présence d'un enfant, dès que je m'assure que l'enfant ne touche pas à la bouteille, d'accord, et je ne dépose pas la bouteille à sa portée, si je me déplace, tout est correct, tout est beau. Mais on comprend, on comprend quand même dans le contexte haïtien, c'est quand même que, je dirais, il y a, les enfants moi je dirais, les enfants sont vraiment victimes de ce qu'on appelle la violence sociale en fait, dans la mesure où on ne les protège pas assez. À qui on écoute tout ce qui est interdit dans d'autres pays. Quand je dis dans d'autres pays, même dans les pays les plus pauvres, d'accord? Mais où il y a un minimum qu'on fait pour respecter le droit des enfants, pour protéger les enfants. Donc, en fait, on peut prendre des exemples, là, des exemples un peu bizarres.
des parents, par exemple, qui envoient leurs enfants acheter de la cigarette. Vous voyez, donc, c'est quand même étrange, mais quelqu'un d'autre qui ne connaît pas la société pourrait me demander, mais qui va vendre de la cigarette à un enfant? Donc, vous voyez, mais c'est une question qui ne se pose pas en Haïti, par exemple. Donc, un enfant peut aller acheter de la cigarette, un enfant peut aller acheter de l'alcool, soi-disant pour des adultes, mais vous connaissez le reste de l'histoire. Il y a des enfants qui commencent à consommer très tôt aussi. Et le taux de consommation des enfants, en fait, quand même, ça fait peur dans la société parce que quand vous donnez une cigarette, quand en fait, vous demandez à un enfant d'aller allumer ta cigarette pour toi, vous connaissez le reste de l'histoire. On ne peut pas allumer une cigarette sans l'avoir fumée au préalable. Sauf par magie, mais c'est-à-dire on va quand même fumer. Je ne sais pas la quantité qu'on va fumer, mais on va quand même fumer. Mais c'est-à-dire, on introduit nos enfants trop tôt dans ce qu'on appelle le monde des adultes, et le monde des adultes qui n'est pas le monde le plus fameux du monde. Donc, on ne les laisse pas assez vivre assez leur enfance, leur adolescence, et ils sont introduits très tôt dans la vie d'adulte parce que tout simplement, on pense juste que, écoute, c'est des enfants, c'est des êtres, comme on va le dire, sans âme, et à qui on peut faire ce qu'on veut, écoute, on peut leur demander d'aller acheter des trucs qu'on n'est pas censé de le faire. Donc, on ne veut pas s'exposer, mais notre enfant, le Mustapha qui est chez nous, là, il peut, même si on tire dans la rue, il peut aller acheter. Donc, vous voyez, donc, il n'y a pas ce réflexe-là de protéger les enfants, en fait, de les protéger parce que, en fait, ils ont besoin de notre protection. Parce que les enfants ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Donc, c'est des mineurs, c'est des êtres quand même euh, je dirais, vulnérables. Donc, c'est à nous de les protéger en tant qu'adultes. Donc, mais dans notre imaginaire, c'est-à-dire dans la manière dont on pense un enfant en Haïti, je me demande, est-ce qu'on pense qu'ils sont des humains? Je ne dis pas qu'on ne le pense pas, mais si on prend cette phrase-là, qu'on répète souvent, Timon c'est Tibet, c'est-à-dire les enfants sont des petits animaux. Ouais, dire Timon c'est Tibet traduit quand même une violence voulu accepter, partagé par la société qu'on exerce sur les enfants et on pense on est quand même dans son droit d'exercer cette violence parce qu'on est adulte, parce qu'on est plus grand qu'eux. Donc, c'est dans le fait de penser écoute, on a le droit de frapper un enfant autant de fois que l'on veut. Écoute, et ça ne nous dit rien que l'enfant sont capables ou pas, d'accord, donc de faire telle ou telle chose, ça traduit quand même, en fait, pour moi, ça traduit un malaise civilisationnel. C'est quand même, moi, je pense pas qu'on devrait en train de justifier, de dire, écoute, chaque société a ses principes. C'est-à-dire, un enfant reste un enfant dans n'importe quelle société. Je comprends que dans certaines sociétés, les rites de passage à l'âge adulte peuvent varier d'une société à l'autre, d'une société à une autre. Ça peut varier, ça, on peut le comprendre. Donc, de manière anthropologique, on peut le comprendre, mais on ne peut pas me prouver qu'un enfant est un adulte parce que cet enfant est en Haïti. Donc, un enfant, on peut le considérer comme un adulte parce que tout simplement, cet enfant, il n'a pas ses parents ou a perdu ses parents ou parce que tout simplement, ses parents l'ont vendu ou ses parents je ne sais pas, l'ont prêté à une famille. En tout cas, dites ce que vous voulez. Parfois, ça ressemble à un marchandise et ça ressemble vraiment à un commerce. Donc, un fait qui m'a toujours surpris, marqué, un peu, ça m'a aussi révolté comme quelqu'un qui pense à la société. Euh, C'est comment on peut, une société qui a aboli l'esclavage en 1803, si vous voulez, moi je pense que moi le 18 novembre, c'est là qu'on a aboli l'esclavage.
18 novembre, où on a proclamé quand même 1804, mais le 1er janvier, mais vous comprenez mon point de vue. Donc, une société qui a aboli l'esclavage, en fait, on est le premier à le faire dans le monde, le premier à le faire, à abolir l'esclavage. Autant des esclaves, il y avait environ 350 000, 450 000 esclaves. Et aujourd'hui, dans le temps moderne, on a environ 350, 450 000 enfants. C'est-à-dire, cette société-là dont on critiquait les Français, les Espagnols, les Anglais qui ont institué la colonisation, nous, quand je dis nous, nos collectifs haïtiens, d'accord, sur le plan identitaire, vous comprenez qu'est-ce que ça implique quand je le dis comme ça. Donc, ce nous-là, par exemple, nous avons combattu les Français, nous avons combattu les Espagnols, nous avons combattu les Anglais, nous avons créé un État moderne, le premier État moderne noir créé, d'accord, issus de l'esclavage. Nous avons créé cet État et dans cet État, on a établi une autre forme d'esclavage, qui est l'esclavage des enfants. Que ce soit nos propres enfants sont considérés la plupart du temps, un peu moins, comme des esclaves, mais les enfants qui ne sont pas nos enfants sont systématiquement vus comme des êtres qui, écoute, qu'on peut maltraiter. Qu'on peut maltraiter. Moi, je parle de la violence sociale. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans un cours de psychologie sociale qu'on ne réfléchit pas sur ces choses-là. C'est-à-dire, combien d'entre vous qui ont chez eux un enfant qu'on maltraite et on se dit, on est psychologue. Combien d'entre vous qui ont des enfants, écoute, qui subissent la maltraitance et vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes des enfants de Jésus, vous allez dans le ciel un jour. Non, vous n'irez nulle part. C'est-à-dire, comment pensez-vous qu'il y a un Dieu? En fait, c'est beaucoup d'hypocrisie, hein. Vous pensez qu'il y a un Dieu et vous pouvez maltraiter un enfant? Je comprends pas la logique. Je comprends pas la logique. Donc, mais c'est juste pour vous dire, écoute, ne pensez pas que ce sont seulement que ce sont les chrétiens qui maltraitent les enfants. Je connais beaucoup de chrétiens qui maltraitent les enfants. Mais ce ne sont pas seulement les chrétiens, les vaudouisants aussi, ils maltraitent les enfants. D'accord? Les catholiques maltraitent les enfants pareil, les protestants maltraitent les adventistes, vous maltraitez les enfants. Donc, c'est-à-dire la maltraitance des enfants. Il y a une chose sur laquelle apparemment on s'entend dans la société, c'est la maltraitance des enfants. Moi, j'ai déjà vu, écoute, c'est bizarre, mais j'ai déjà vu des enfants écoute, des enfants des rues, là, ou dans la rue, qui nettoient avec un morceau de toile, qui nettoie qui lave les voitures de UNICEF en Haïti. C'est quand même, moi, j'ai cette image en tête et je dis, mais écoute, oh, c'est beaucoup de paradoxes une voiture de 80 000 dollars, 70 000 dollars, d'accord? Donc, et puis, il y a un enfant, lui, là, d'accord, qui nettoie cette voiture d'UNICEF et le type de l'UNICEF qui est à l'intérieur, qui est quand même assis bien climatisé à l'intérieur. Vous comprenez, vous voyez l'image. Donc, c'est-à-dire, c'est une société où on prend beaucoup de relais sur les enfants, où on en profite beaucoup des enfants. Donc, et la violence sociale, c'est en grande partie les enfants et les adolescents qui sont les plus susceptibles euh, à éprouver du stress qui provient de cette situation. Donc, et ça peut affecter leur capacité. Donc, en fait, j'avais lu une recherche je crois, de PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui disait, en fait, quelqu'un qui, en fait, je veux dire, quelqu'un qui est né en Haïti, techniquement perd 45% de ses potentiels, en fait, de ce qu'il pouvait faire de sa vie en, fait, en termes de ce qu'il peut faire de sa vie, de ses potentiels. Et donc, c'est important. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas continuer à imaginer une société dans laquelle même nos enfants ne sont pas protégés. Ils ne sont pas protégés, ce ne sont pas par les Blancs, d'accord? Donc, ce ne sont pas par les étrangers. Donc, ils ne sont pas protégés par nous. Donc, en fait, ils ne sont pas protégés par... En fait, on ne les protège pas. Donc,
Ça, c'est important de le penser, de réfléchir là-dessus. C'est-à-dire, quel est l'avenir? Ben, il faut, en fait, on pense, on est quand même dans une faculté de psychologie. On étudie la psychologie dans cette faculté. Mais quel est l'état mental des enfants des rues, les enfants qui vivent, qui passent constamment leur vie dans la rue? Est-ce que vous pensez qu'un enfant ou quelqu'un qui a passé toute sa vie dans la rue, et après, vous attendez que cet enfant-là vous protège à l'avenir? Et puis, que cet enfant-là, par exemple, écoute, qu'il a un baccalauréat, qu'il puisse avoir une maîtrise. Non, 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 écoute. C'est-à-dire, on est en train je dirais, de préparer notre échec. Donc, on est en train de préparer notre échec, on est en train de préparer euh, notre mort. Donc, en n'investissant pas dans les enfants, donc en créant des frustrations et en créant des frustrations en permanence pour les enfants. Donc, ça m'a quand même ça m'a donné envie quand même de réfléchir sur la situation en fait, de la violence à l'école, la violence scolaire, par exemple. La violence scolaire, donc un enfant qui, dans telle situation donnée, est victime de la violence de la part de ses pairs, c'est-à-dire les autres enfants, le timonio, les autres enfants, mais aussi qui peut être victime, d'accord, de la violence de la part de ses professeurs, du directeur, des censeurs. Et quand cet enfant-là va à la maison, arrivé à la maison, on a ses grands frères, d'accord, ou ses grands sœurs, et ou son papa ou sa maman également. Donc, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, qu'est-ce que va devenir, quel est l'avenir, qu'adviendra de cette personne? Quel est l'avenir de cette personne? Quelqu'un qui, en fait, j'ai pris juste une image typique des enfants qui sont victimes constamment des autres enfants, ou parfois qui arrivent à se battre contre eux, mais en tout cas, cette pression, cette violence sociale-là est présente. Donc, dans la rue, cet enfant peut être victime. À l'école, il y a les censeurs, les directeurs. Donc, en bon créole, tout le monde a vie chef solide. En fait, tout le monde, ils veulent tous exercer donc, un droit, d'accord, le droit de frapper cet enfant, le droit de maltraitance. Donc, on a tous envie d'exercer ce droit-là. Donc, écoute, parce qu'on est des grands mondes, d'accord? Les grands mondes peuvent, d'accord, frapper, injurier, etc. Donc, on crée des frustrés. On crée des frustrés. Vous connaissez le sort qui est réservé à une société pareille. Donc, c'est quand même lamentable de le penser. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres cas de figure où il y a des enfants qui, pourquoi pas, écoute, ont la chance de grandir dans une famille où l'on ne frappe pas, où l'on n'a pas le droit de frapper. Mais l'État, ça ne dit rien à l'État qu'on maltraite un enfant. D'accord? Écoute, très peu de policiers comprennent qu'il faut protéger un enfant, que ce soit un enfant dans la rue, un enfant des rues, un enfant de la rue, ou un enfant qui se trouve juste dans la rue, ou un enfant quelconque. Que cet enfant soit vêtu de son uniforme ou pas, l'enfant a le droit de protection. On a le droit de protéger l'enfant, d'accord, quelle que soit sa classe sociale, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit, je ne sais pas, sa religion, peu importe. Je me demande si un enfant a une religion ou pas. Bon, c'est-à-dire, les enfants, on les met dans sa religion, donc on les fait religieux. Donc, mais peu importe. On a le droit en fait, d'assurer la protection des enfants, d'assurer que les enfants ont un milieu sain, d'accord? Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas quand des manifestants attaquent des écoles. Donc, vous critiquez Jovenel Moïse, vous critiquez comment il s'appelle, lui, c'est lui-là qui est au pouvoir, qui a volé le pouvoir là depuis. Ariel, vous critiquez Ariel et puis, on exerce la violence contre les enfants. Donc, c'est quand même complexe. C'est quand même complexe. On a le droit de manifester ses mécontentements parce qu'on est quand même très mécontent par rapport à la gestion. Donc, on est très mécontent par rapport en fait,
à l'avenir, d'accord, on est très mécontent par rapport à ce qui nous arrive comme peuple, mais en même temps, on a tous et toutes le droit, on a un devoir de protéger les enfants, d'accord, et puis de protéger nos enfants à nous, mais aussi de protéger l'enfant de l'autre, de permettre à ce que nos enfants puissent grandir dans un environnement qui, enfin, je ne dirais pas où il n'y a pas du tout de violence, mais avec moins de violence que possible. Sinon, avec zéro violence, ce serait vraiment l'idéal de communauté pour nos enfants. Donc, et l'avenir du pays dépend de la manière dont évoluent nos enfants. Donc, aujourd'hui, là, je sais pas, mais combien d'écoles qui fonctionnent, combien de jours d'école qu'on a, ça va quand même avoir des répercussions euh, sur la génération à venir. Donc, ne pensez pas que, écoute, vous aurez des no offense. Écoute, non, non, vous n'aurez pas. En tout cas, on aura moins de compétences de plus. En fait, j'ai jamais cette impression, mais on dirait que c'est beaucoup plus récurrent. Et ça va, enfin, ça ne s'annonce pas. Euh, Vraiment, ça ne s'annonce pas bien du tout parce qu'avec moins de jours d'école, donc on a plus de chances d'avoir une société plus médiocre. Parce que c'est pas parce que c'est l'école en fait, qui fait oui, qui est tout et tout. Moi, je ne pense pas que l'école soit tout. Donc, d'accord, je suis de ceux qui pensent comme Olivier Boule, on peut même rêver une société sans école, mais est-ce une société sans école, donc, ce n'est pas ça le problème, mais c'est une société, c'est que il faut intégrer l'école partout. Donc, parce que si vous désinstitutionnalisez l'école, il faut que l'école soit dans la famille. Est-ce que nos parents, les parents là, est-ce que ces parents peuvent assurer l'éducation de leurs enfants? Ça, il faut poser le problème comme ça. Est-ce que l'Église peut assurer l'éducation des enfants? Mais écoute, mais c'est triste quand on va dans une église en Haïti. Donc, la manière dont ça prêche, ce qu'on dit, écoute, comment on fait. Donc, l'éducation, écoute, je pense que même même les prêtres, les pasteurs, là, ça mérite d'être éduqués pour mener le peuple de Dieu. Donc, en fait, c'est complexe. C'est-à-dire, on pourrait, oui, éventuellement, donc s'il y a des fermetures d'école, est-ce que les parents peuvent continuer à assurer euh, l'éducation des enfants? Les parents, la plupart d'entre eux ne savent pas lire. Donc, ceux qui savent lire, ils n'ont pas le temps pour ça. Donc, c'est quand même complexe, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que quand on pense quand même à la violence, on ne peut pas oublier c'est les institutions. Les institutions qui sont quand même des institutions de socialisation, mais quand on comprend ce qui se passe dans la société, on ne peut pas les épargner des critiques parce que ces institutions-là sont au cœur de la violence. Ce sont des institutions qui exercent une pression, une violence, qui exercent une violence très ardu hein, sur les membres, sur les fidèles. Donc, sur les membres, par exemple, l'école qui exerce en fait beaucoup de violence sur les enfants. Donc, la direction qui exerce beaucoup de violence sur les professeurs aussi, qui ne les payent pas. C'est une violence économique. Donc, vous voyez la logique. Donc, et les professeurs, eux, qui, on ne les paye pas. D'ailleurs, quoi, je pense, j'avance comme hypothèse un professeur qu'on paye régulièrement serait moins violent ou moins grincheux dans une salle de cours. Donc, si les conditions, euh, je dirais, un bon salaire, de bonnes conditions pour préparer ses cours, et puis le respect dans la salle de classe. Donc, en fait, je pense que c'est des bonnes conditions pour préalable, pour qu'un professeur puisse faire son cours avec beaucoup d'amour. D'accord? Ce qui arrive, c'est qu'on essaie de moins en moins avec de l'amour, on essaie avec de la violence. Donc, on crée la peur chez les enfants, chez les apprenants, et puis la violence sociale est quand même, ça prend de l'ampleur. Bon, maintenant, on peut
sortir de la violence sociale, on parle maintenant de la violence sexuelle. Bon, la violence sexuelle est dans certaines sociétés est vue comme la plus redoutable. C'est très redoutable, redoutable. Parfois, c'est moins dénoncé pour plusieurs raisons. Les femmes sont les principales victimes aussi. Donc, on l'avait dit, c'est près de 97% selon les chiffres de Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières, donc c'est près de quand même 97% des femmes sont victimes de violences sexuelles. Donc, la violence sexuelle, parfois, elle n'est pas dénoncée parce que tout simplement, la victime a peur des représailles ou a peur des critiques, d'accord? Donc, parce que les femmes parfois sont doublement victimes en ce sens. Elles sont victimes d'une violence sexuelle, d'un cas déjà. Et puis, quand elles vont porter plainte, donc le commissaire de police, le policier, en fait, la première question qu'on pose à la victime, c'est quelle heure était-il? C'est même pas pour savoir l'heure, c'est pas une question d'éducation, mais c'est juste pour te dire que tu ne devrais pas être dans la rue à cette heure. Donc, c'est comme si tu n'étais pas dans la... En fait, c'est comme si tu es responsable. Le fait que tu sois victime de violences sexuelles, c'est aberrant. C'est aberrant quand même. Donc, mais on le pense comme ça. C'est pour ça, c'est-à-dire moi, quand je regarde ce qu'on a là comme police en Haïti, c'est quelque chose à repenser dans la mesure où les policiers ont besoin de formation dans ce qu'on appelle le respect des droits humains. Il y a Le aussi une autre question, respect, professeur. comment? Il y a aussi une autre question oui, qu'on devait poser, ou du moins qu'on posait souvent avec ces victimes Oui, de violences sexuelles. oui, C'est surtout comment était habillée oui, la oui. personne violée. Ouais, ouais, c'est Et ça. la Et tenue, c'est... qu'est-ce que tu portais? Donc, parce que tout Voilà. simplement, on estime que si tu portais une tenue, on va dire, sexy, entre guillemets, en tout cas un peu décolletée, si vous préférez ce terme-là, mais c'est parce que tu as provoqué l'agresseur. Donc, l'agresseur n'est pour rien. Donc, si tu l'as cherché parce que euh, tu étais habillé de telle façon, tu n'aurais pas dû habiller comme ça. Donc, merci beaucoup pour le point. C'est très important parce que c'est aussi un point important, c'est comment on peut réduire, rendre une personne victime de, de, de quelque chose qu'elle n'a pas, en fait, qu'elle n'est pas responsable parce que tout simplement, elle s'est habillée d'une façon ou d'une autre. Donc, et là, ça nous pousse à questionner notre regard de la femme, en fait, notre perception de la femme dans la société. La femme, en fait, la plupart du temps, on le voit comme un objet sexuel et de plaisir, d'accord? On ne le voit pas comme un tu. Un tu, c'est-à-dire dans ce rapport intersubjectif dont on a beaucoup parlé dans le cours, c'est-à-dire, si on avait vu la femme comme un tu, c'est-à-dire le jeu, en rapport à tu, c'est-à-dire un sujet, c'est-à-dire on aurait pu comprendre qu'une femme a le droit de dire non, j'ai pas envie, non, je ne veux pas. Donc, puis, on n'aurait pas insisté, mais on dit que quand même, même si elle dit non, mais au fond d'elle, elle le veut. Elle l'avait voulu, elle fait semblant de ne pas le vouloir, mais elle avait voulu. Tu sais, les femmes, elles veulent toujours. Mais cette manière de penser que les femmes veulent toujours, c'est, je dirais, c'est une écoute, c'est la plus grande sottise qu'un cerveau humain peut imaginer. Donc, c'est-à-dire, non, les femmes ne veulent pas toujours. Les femmes, c'est comme nous, c'est-à-dire quand je dis comme nous, c'est-à-dire quand on dit non, les hommes disent non, tout comme les femmes, quand elles disent non, c'est non. Donc, comment penser que les femmes écoutent même s'ils disent non, c'est non. C'est-à-dire, il y a une manière de légitimer le viol dans la société. Il y a une manière de légitimer la violence dans la société. Mais ça met les victimes dans une situation d'inconfort. En plus, le regard de l'autre, ça fait ces critiques qu'on va porter sur la personne, parce que cette femme qui est violée, par exemple, ce serait, je pense, je peux toujours me tromper, mais je pense, de ce que je comprends à travers, parce que j'ai quand même mené des recherches dans ce champ,
ces femmes-là ont toujours de la misère à porter plainte parce que tout simplement, en fait, la personne à qui on en porte plainte, l'agent de police, le policier, c'est une personne mal formée, déformée, qui ne comprend rien dans rien, d'accord? Qui ne comprend pas, par exemple, quand une femme t'approche et te dit qu'elle a été violée, c'est un code rouge, c'est un cas d'urgence. Et quelles sont les étapes, par exemple, de la femme doit se faire soigner, la femme doit avoir un certificat médical. Donc, même pour le certificat médical, c'est un combat dans la société haïtienne. C'est un combat, c'est un combat. Donc, tu peux être violé, tu ne peux pas avoir un certificat médical parce que ceux qui ont le contrôle du système, c'est des violeurs. Mais c'est vrai, on le sait. Donc, regardez la plupart de nos ministres, la plupart des ministres en Haïti ont un dossier de viol quelque part. C'est quand même drôle, mais ça devient de plus en plus suspect que beaucoup de ministres ont un dossier de viol. Donc, en tout cas, quelque part, ils ont une affaire avec une femme qui n'était pas consentante, etc. Donc, juste pour vous dire que c'est-à-dire, le système est pris en otage par ce qu'on appelle des personnes qui ont le contrôle et qui exercent le pouvoir, et ceux qui exercent le pouvoir, ceux qui pouvaient légiférer sur certaines choses ou mettre en fait, même un certificat médical pour prouver que en fait, qui peut être rédigé par un médecin, qui devrait pouvoir être rédigé par, pourquoi pas, beaucoup de médecins dans n'importe quelle clinique, dès que le médecin est reconnu, d'accord? Dès que le médecin a prêté serment pour ça, donc ce serait facile de poursuivre l'agresseur, mais en plus de ça, de faire des préventions par rapport aux maladies sexuellement transmissibles, y compris le sida et d'autres maladies ou d'autres infections. Donc, pour protéger la femme, d'accord, on peut poursuivre le brigand tout en protégeant l'identité de la femme aussi. Donc, il y a tellement de manières de protéger, de faire en sorte que, en fait, en tout cas, les victimes, euh, en fait, puissent trouver justice, mais aussi que les bourreaux, écoute, en fait, qu'ils soient en, fait, en prison ou je ne sais pas. En fait, la loi a quand même prévu des peines. Mais ce qu'on regarde, si on comprend bien, c'est qu'il y a un laxisme à ce niveau. Donc, on a toujours l'impression, mais est-ce que ce n'était pas la fille ou la femme qui était qui l'avait mis dans cette situation, pauvres les hommes, et non, les hommes, pauvres, ils ne peuvent pas faire ça, c'est les femmes, parce que si la femme était restée chez elle, si cette fille était restée chez elle, et lui, il n'aurait pas trouvé de poids. Donc, l'agresseur a le droit de chercher des poids, là, c'est à vous, femmes, vous êtes des proies, il faut vous cacher. Donc, c'est-à-dire, cette société-là, donc, on ne peut pas penser une société comme ça où la violence sexuelle, pardon, est banalisée. La violence sexuelle est banalisée à tous les niveaux. Très peu de, très peu de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles arrivent comment je peux dire ça, à trouver justice, là. Donc, ou à être dédommagé. Donc, très peu de cas, très peu de cas. Dans la plupart des cas, elles ne portent pas plainte, elles ne peuvent pas porter plainte. C'est-à-dire, le système fait en sorte, ne les encourage pas à porter plainte. Et même quand elles portent plainte, parfois, il y a des vices de forme parce que tout simplement, en fait, il n'y avait pas une structure ou des structures de prise en charge dans nos hôpitaux. Et c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Donc, on n'a pas besoin d'ONG pour le faire. Cessez d'envoyer de l'argent aux bandits, d'accord? Il faut créer des structures. D'accord, il y a des psychologues, des sociologues, des psychologues qui apprennent à la faculté d'ethnologie, sciences humaines ou à l'UNDH, d'accord? Il y a des sociologues, il y a des compétences dans le pays, donc on n'a pas besoin. Il y a aussi de l'argent pour ça. On n'a pas besoin en fait, d'une ONG pour ça. Donc, de créer des structures de protection, des filets de protection, mais aussi de créer, en fait, de sensibiliser aussi les hommes. Parce qu'il y a aussi l'éducation de nos hommes qui n'ont pas été faite, hein. Ça, c'est encore un autre problème. C'est-à-dire l'éducation de nos hommes n'a pas été faite. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire le consentement. La notion de consentement a perdu tout son sens dans la société haïtienne. C'est qu'on ne comprend pas que, en fait, on dit souvent chez nous qui ne dit mot consent, mais c'est pas vrai.
En fait, c'est pas vrai. Écoute, sans oui, c'est non. C'est-à-dire, quand on dit sans oui, c'est non, c'est pour vous dire que, écoute, si quelqu'un ne t'avait pas dit oui verbalement, donc c'est pas parce que en fait la personne accepte de prendre deux coups avec toi, écoute, ça veut dire, écoute, si elle était consentante. Non, 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 non. Il faut pas mélanger les choses. Donc, il faut repenser l'éducation de nos hommes. Donc, il faut les dresser un peu, d'accord? Nos hommes sont un petit peu, hein, la plupart d'entre nous, là, à l'état un peu sauvage, encore sauvage dans le sens de la jungle. Donc, on peut mettre la main sur une femme et puis, de toute façon, on a quand même Ariel à la tête du pouvoir. Donc, on ne craint rien. Non, on ne peut pas faire une société comme ça. Donc, il n'y aura pas toujours des Ariel à la tête du pouvoir. On aura un jour une bonne une société. Et puis, donc, avec des gens compétents, d'accord, pour nous diriger, mais aussi avec des structures qui peuvent penser le bien-être des femmes, le bien-être des enfants, le bien-être des hommes, donc le bien-être de la famille, d'accord, il faut penser la famille, d'accord, parce que la violence sexuelle, quand même, est quand même présente aussi au niveau des familles. C'est quand même triste de le penser, de le dire, mais là, on parlait des hommes, des femmes qui sont victimes, en fait, des hommes qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles connaissent et, et qu'elles n'étaient pas en amour avec. Mais parfois, les femmes mariées ou les femmes qui sont en couple, écoute, sont aussi victimes beaucoup de fois de violences sexuelles. Donc, et c'est encore pire parce que on pensait que, écoute, si nous aimons, si on est en amour, peut pas ne pas être d'accord pour avoir une relation sexuelle. Bien sûr, les hommes aussi parfois sont parfois victimes de ça. Donc, parce que si c'est ton homme, écoute, vous connaissez le reste de la phrase. Donc, mais non, c'est-à-dire il faut repenser les choses. Il faut avoir une autre éducation sexuelle. Donc, il faut faire notre éducation sexuelle, c'est-à-dire comment penser le sexe, comment respecter l'autre dans ce rapport. Et est-ce que parce qu'on est couché sur le même lit, donc on est d'accord? Non, donc on peut ne pas être d'accord, on peut être fatigué, on peut ne pas être disponible mentalement, on peut avoir des devoirs à remettre. Donc, vous voyez, donc la violence sexuelle, donc, c'est un peu très présent, mais ça peut aller des attouchements, d'accord, contre le gré de la personne, c'est-à-dire quelqu'un qui dépose sa main baladeuse quelque part sur ton corps, donc et tu n'étais pas forcément d'accord ou tu n'avais pas prévu ça du tout. Donc ça peut être aussi du harcèlement sexuel en fait au travail, à l'école, dans la rue, mais les femmes par exemple dans la rue, donc écoute, c'est tout le temps là, quelqu'un qui t'appelle tipiti, tipiti, psst, psst. Donc, c'est du harcèlement carrément sexuel. Donc, si tu fais pas attention ou tu fais exprès de ne pas accorder, de ne pas regarder la personne, tu poursuis ton chemin. Et puis, il y a quand même de la violence verbale qui s'ensuit après. Donc, c'est c'est systématique. Les femmes se font agacés systématiquement dans les rues. Et ceci, écoute, même à Québec, par exemple, les femmes se plaignent beaucoup de ça. Donc, j'ai beaucoup de personnes que je connais qui, écoute, qui se plaignent, d'accord? Ils s'en plaignent. Donc, les femmes sont les principales victimes de ces genres de violences. Donc, c'est quand même drôle, mais c'est vrai, même dans les sociétés qu'on appelle un peu sociétés, on va dire, relativement euh, avancées parce qu'il y a plus de structures, plus de moyens. Donc, mais encore moins dans des sociétés où les femmes sont livrées à elles-mêmes. Donc, moi, j'ai déjà vu des patrouilles de police en Haïti qui appelle des femmes qui passent là, des filles qui passent dans la rue. Je comprends, parfois je me suis posé des questions, mais en fait, qu'est-ce qui nous arrive comme société? C'est quelqu'un qui est en uniforme,
dans un backup de police, dans une voiture de police, et puis qui fait la même chose, d'accord, que quelqu'un, en tout cas, qu'on appelle je sais pas, en fait, quelqu'un qui fume de l'autre côté de la rue. Donc, il n'y a aucune différence. Mais tout cela se fait parce que, tout simplement, il y a un problème sérieux dans notre société, en fait, notre regard sur la femme, la façon dont on pense les relations humaines, les relations d'hommes et de femmes, les relations tout court. Donc, parce qu'on ne comprend pas que euh, avec l'uniforme, c'est que quand tu appelles quelqu'un comme ça déshonore l'institution d'abord, mais s'il y avait quand même, avant, il y avait l'inspection générale de la police qui existait, mais ça n'existe plus, mais on pouvait porter plainte en temps normal. Donc, mais ça déshonore l'institution, d'accord? En plus que ça déshonore l'institution, mais aussi ça entretient aussi la violence exercée à l'endroit des femmes. Parce que avec cet uniforme, en fait, tu es vêtu. En fait, en fait, tu as un pouvoir, tu représentes l'institution. Donc, c'est comme si cette femme aussi ne pouvait pas te dire non. Donc, parce qu'on ne dit pas non à un commandant. Donc, c'est juste pour vous montrer comment les femmes sont victimes dans leur foyer, victimes dans la rue, victimes dans l'église, et victimes, d'accord, je sais pas, même en enfer peut-être. Donc, c'est compliqué, c'est très, très compliqué pour s'en sortir. Mais en fait, il y a quand même des luttes qui ont été menées. Donc, j'espère il va y avoir moins de luttes parce que les hommes ou la société va comprendre que, en fait, on n'a pas besoin de se battre tout le temps. C'est-à-dire, c'est un minimum, le respecter quelqu'un, respecter le droit des femmes. Les femmes ne devraient pas se battre pour le respect de leurs droits. Ça devrait être automatique, naturel. Donc, mais là, écoute, elles sont obligées de se battre et c'est ça la réalité. Donc, selon l'Université Ottawa, en fait, un document disponible sur la violence à caractère sexuel, donc, il s'agit d'un acte visant à assujettir une autre personne, d'accord, à ses propres désirs, soit par un abus de pouvoir, c'est le cas du policier qu'on disait, c'est le cas d'un professeur, c'est le cas d'un doyen, c'est le cas de quelqu'un, de boss, de patron, c'est le cas de quelqu'un qui a le pouvoir, d'accord, soit par l'utilisation de la force ou de la contrainte, ou soit par la menace implicite ou explicite. Donc, cela s'étend à des actes à des attouchements, en fait, à toute forme en fait, ça peut, de l'attouchement, ça peut être en fait, de pénétration anale, orale, donc phallique, toute forme de pénétration, donc peut être considérée comme une violence sexuelle. Donc, mais aussi la violence sexuelle, donc, ça peut atteindre, ça peut atteindre l'intégrité de la personne, d'accord, la personne qui est victime aussi. Donc, la violence sexuelle aussi peut être une atteinte à ce qu'on appelle l'identité sexuelle d'une personne aussi. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est quand même l'âge, la violence sexuelle, on peut prendre des exemples qui sont un peu très connus dans notre société. Donc, le voyeurisme, par exemple. Donc, Joffre, c'est-à-dire quelqu'un qui aime le Joffre, c'est-à-dire le Joffreur, d'accord, le voyeuriste, exerce donc, ce qu'on appelle une violence sexuelle, c'est-à-dire le fait de regarder quelqu'un qui est nu sans son consentement c'est une forme de violence. Ça peut classer dans la violence sexuelle, le harcèlement aussi. Donc, l'agression sexuelle, donc le fait de tenir, en fait, de toucher une partie intime d'une personne sans son consentement. Tu tapes les fesses d'une femme, d'accord, de ta copine ou je ne sais pas, mais en tout cas, sans son consentement, c'est-à-dire la personne n'est pas consentie à ça. Donc, tout ça fait partie de la violence sexuelle, y compris l'exploitation sexuelle, donc, qui est condamnée par toutes les lois internationales. Donc, c'est juste pour vous dire que
c'est quand même large quand on parle de la violence sexuelle. Donc, puis ça nous amène à la violence physique. Donc, je pense on va encore prendre une pause parce que ça fait déjà 45 minutes d'enregistrement et puis on y reviendra.